Cher ami, bonsoir. Donc, on se retrouve une fois de plus pour ce webinaire avec notre grand ami Jean-Philippe Pou. Ce cours reprend après, bien sûr, la trêve ramadesque, au cours de laquelle notre ami Jean-Philippe a eu tout le temps de méditer pour nous proposer d'autres programmes pour les mois suivants. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, bien sûr, c'est que notre ami Jean-Philippe sera parmi nous très probablement fin juin. Ça, on n'a pas encore les dates officielles, mais je lui annonce ça en le remerciant bien sûr chaque fois pour tout l'effort qu'il fournit pour nous assurer cet enseignement qui a continué malgré le Covid, malgré toutes les difficultés que ça a causé cette pandémie. Et donc aujourd'hui, donc on a cette chance d'avoir tout ce webinaire et très probablement à la fin du mois, on aura sa présence physique ici pour 2 journées de formation et d'échange d'idées. Donc ce soir, il va nous traiter le rachis. C'était prévu rachis et moelle, mais je pense pour lui, ça fait quand même un gros morceau de la pathologie. On aura ce soir le rachis fœtal et peut-être, comme je viens de lui proposer, la moelle, on l'aura fin juin si tout va bien. Donc, en vous souhaitant bien sûr toujours une bonne journée et bon webinaire. Je passe la parole à mon Jean-Philippe. Merci beaucoup, Moustapha. Bonsoir à tous. Je dis que c'est un plaisir de vous retrouver. Évidemment, c'est un plaisir virtuel. Et j'espère effectivement que ce que a annoncé Moustapha va se produire. On attend l'ouverture effectivement des espaces aériens et surtout la disparition des quarantaines, ce qui est quand même assez embêtant. Alors effectivement, j'avais proposé comme titre au départ Rachis et moelle, mais je me suis aperçu quand même que Rachis plus moelle, ça faisait vraiment une présentation extrêmement lourde et extrêmement longue, et je ne voudrais pas abuser de votre attention le soir après la journée de travail. Donc, on va se contenter maintenant de parler du rachis, et puis on parlera effectivement de la moelle donc on va pouvoir se retrouver. Alors, en ce qui concerne ce rachis, comme toujours, on va commencer par un rappel embryologique court. Je vous rappelle que quand on parle de jours de grossesse. Les embryologistes, contrairement à nous, ne parlent pas en jours d'aménorrhée, mais en jours de grossesse réelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, il faut savoir que ce tube neural donc, dérive de l'ectoderme, qu'au milieu de la 3e semaine de grossesse, il y a apparition de la plaque neurale, évidemment sur la face dorsale de l'embryon. À J19, cette plaque se transforme en une gouttière puis un tube neural et qui va, a priori, à 26 semaines, se fermer, les deux extrémités se fermant en dernier, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une fermeture éclair qui partait du centre du rachis pour aller vers les deux pôles et fermer aussi bien le pôle céphalique que le pôle caudal. Cette fermeture, et ça c'est un petit élément qui est important et que on sait très bien en particulier lorsqu'on leur prescrit de l'acide folique, eh bien cette fermeture est plurifactorielle. Il y a des gènes qui sont en cause, Sonic Hodge, PAX, il y a des facteurs exogènes, donc on vient de parler de l'acide folique et le cholestérol. Il faut savoir que ce rachis va évoluer tout au long de la grossesse et qu'en particulier à 10 semaines, ici c'est 10 semaines de grossesse, on peut encore voir un aspect qui correspond à une espèce de petite queue. Je l'ai vu ça une fois ou deux et effectivement on voit après que cet aspect disparaît et bien sûr que le rachis, en particulier au niveau du coccyx, va remonter en position habituelle. Alors, comme d'habitude, quand on parle d'échographie, on parle des recommandations. Les dernières recommandations sont celles de la Conférence nationale d'échographie obstétricale et fœtale. C'est des recommandations qui datent de 2016. Alors là, je vais dire, on est dans une situation qui est toujours assez rocambolesque parce qu'on ne parle pas du premier trimestre, ce qui est bien dommage, et on parle de l'aspect du rachis au 2e ou au 3e trimestre. On demande de faire un cliché pour chacun de ces 2 trimestres et ce cliché
quand on regarde les images silhouettes qui sont fournies par la CNIOF, c'est des clichés du rachis lombaire, ce qui est évidemment assez restrictif et qui, à mon avis, est tout à fait embêtant. Il faut vraiment regarder tout le rachis, mais on y reviendra. Alors, je n'ai pas, moi, squeezé l'examen échographique du rachis au premier trimestre. Donc, je vous montre quelques images très tôt. Ici, à gauche, 6 semaines plus 5 jours d'absence de règles. Et on voit déjà effectivement les reliefs de ce tube neural. À 7 semaines ici, on voit bien ce qui correspond effectivement à ce tube avec encore un aspect qui est pseudo-gouttière. Et puis à 7 semaines plus 6 jours, on voit que c'est fermé, que ça fait comme une espèce de crête là au niveau du dos de l'embryon. On avance un petit peu, 9 semaines, vous connaissez cette technique de l'OmniView. Donc on fait une petite tranche de volume et on voit parfaitement ici ce rachis débutant. On peut même ici déjà apercevoir les corps vertébraux. Et puis on avance, 10 semaines, là les corps vertébraux sont bien visibles, les rails des apophyses latérales sont aussi parfaitement visibles. On est toujours dans une technique d'OmniView. Alors ça, c'est effectivement ce pour lequel on est le plus habitué à voir ce rachis, c'est à 12 semaines. Et vous voyez qu'il y a 12 semaines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit déjà très bien les corps vertébraux, qu'on voit très bien la moelle, et que cette moelle, à ce terme-là, elle se termine à la pointe du rachis, et donc c'est absolument pas une anomalie, c'est tout à fait normal. On peut éventuellement utiliser aussi le mode OmniView, et là, évidemment, on est plus détaillé, mode OmniView en mode maximum osseux, et donc on voit très bien les apophyses latérales et les corps vertébraux, et ça permet déjà de se dire que, premièrement, il n'y a pas d'anomalie de courbure du rachis, et ici, très très important, et c'est comme au deuxième trimestre, hein, ni plus ni moins, on peut voir effectivement le rachis, et on peut voir les téguments ici au niveau du dos de ce fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au premier trimestre? Bien sûr, on a entendu beaucoup parler des anomalies de fermeture du tube neural et effectivement, c'est assez intéressant de les dépister au premier trimestre compte tenu de la gravité de ces pathologies. Je sais bien que chez vous, c'est difficile l'IMG, mais c'est un élément qui est à prendre en considération. On peut parler d'ignencéphalie, qui est une anomalie de fermeture du tube neural particulière. Et puis, on peut mettre en évidence des hémivertèbres, des dysostoses spondylocostales, donc qui vont agir où on va trouver des anomalies des vertèbres et des anomalies des côtes, et puis des tératomes sacro-coccygiens qu'on peut voir dès le premier trimestre. Alors, en ce qui concerne l'anomalie de fermeture du tube neural, je vous ai retenu 3 coupes. Une coupe qui est la coupe axiale de l'extrémité céphalique, avec en particulier la position ici de l'aqueduc, les fentes de Bichat qui sont ici, de part et d'autre des thalamies. Sur cette coupe évidemment sagittale, on voit effectivement les téguments ici. Bien sûr qu'on est plus à l'aise quand on a le fœtus qui veut bien mettre son dos face à la sonde. Et puis cette coupe très importante, qui est une coupe de l'extrémité céphalique, qui est celle où on pourrait mesurer la clarté lucale, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est de voir cette zone liquidienne-là qui correspond au quatrième ventricule, et donc c'est ce qu'on a appelé la clarté intracrânienne, mais on va y revenir. Alors comment on peut dépister les anomalies de fermeture du tube neural aujourd'hui? La première chose qui est extrêmement importante, et il y avait une très belle étude qui avait été faite par Jean-Pierre Bernard, qui avait montré que 50% de ces fœtus porteurs de spina, et spina ouvert évidemment, et on comprend très bien qu'avec la fuite de liquide céphalorachidien, eh bien, on a un BIP qui est petit, c'est-à-dire qu'un BIP inférieur au 5e percentile, dans 50% des cas, évidemment qu'on doit rapporter ce BIP à la LCC, et donc quand vous faites une échographie, si vous avez un logiciel qui vous permet de reporter les mesures, eh bien, regardez attentivement, vous avez daté la grossesse en mesurant la LCC, donc le point médian de la LCC doit être vraiment au milieu. Si vous avez un point du BIP qui est tout à fait sur la gauche, attention, allez très attentivement regarder le rachis.
Le deuxième point, c'est la disparition de cette clarté intracérébrale. On va y revenir dans 2 minutes, dans un plan sagittal. Et moi, je vais vous suggérer plutôt de le faire dans un plan axial. Et puis, bien évidemment, qu'il faut aller regarder le rachis et rechercher des signes directs de cette anomalie. Alors, en fait, la disparition de la clarté intracérébrale, je vous ai remis ici la coupe que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fait, ce V4 ici, c'est ça qui a été appelé par mon ami Chaoui, la clarté intracrânienne. Alors, ce qui était astucieux, effectivement, c'est que c'est sur une coupe qui est une coupe sagittale médiane, donc sur une coupe où on doit faire la mesure de la clarté nucale et la mesure, évidemment, quand on a tout le fœtus de la LCC. Et donc, l'idée était très simple, c'est s'il y a un spina ouvert, donc fluide liquide céphalorachidien, et donc comme au deuxième trimestre, il y a y avoir déjà des signes au niveau cérébral de cette disparition, enfin, du quatrième ventricule par fuite de liquide céphalorachidien. Et donc, effectivement, ça s'avère vrai. On voit ici que chez ce fœtus qui a effectivement une anomalie de fermeture du tube neural, eh bien, en fait, on a un aspect qui, en fait, donne l'impression que le tronc cérébral est élargi, le tronc cérébral qui est normalement ici. On voit qu'on a l'impression que c'est élargi et qu'on ne voit surtout pas de zone ici adécogène en arrière de ce tronc cérébral. Et évidemment, si on fait une coupe axiale, eh ben, on peut dès le premier trimestre retrouver ce signe que vous connaissez bien, qui est l'anomalie d'Arnold-Chiari de type 2, où vous avez ce cervelet ici en banane. On est assez tôt dans la grossesse, évidemment, puisqu'on est au premier trimestre, et on voit encore la plupart du temps une zone liquidienne en arrière de ce cervelet qui est déjà effectivement en banane et qui correspond à la grande citerne. Donc, troisième élément, on va rechercher des signes directs et il faut regarder effectivement le rachis. Alors, je vous ai mis ici 2 images qui sont relativement anciennes et relativement piégeuses. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de bosse avec effectivement un défect assez important au niveau du rachis, mais que celle-là, par contre, c'est vraiment un rachis qui est un spina qui est dans la région lombosacrée et plutôt même sacrée. Et vous voyez probablement avec un revêtement érosif, donc sans bulle au-dessus de cette anomalie, et qu'il faut bien regarder quand même pour voir ce rachis. Mais si vous combinez déjà la mesure du BIP rapportée à l'LCC et si vous regardez le quatrième ventricule en coupe axiale et qu'il n'y est plus, eh bien, je vais dire, évidemment, vous êtes très attiré et vous regardez le rachis. Et si vous avez un doute à 12 semaines, eh ben, faites revenir la patiente 15 jours, 3 semaines plus tard et probablement ça deviendra assez évident. Alors, il y a d'autres anomalies un peu plus rares, évidemment. Un spina cervical, vous voyez qu'il y a une perte complète du rail ici. Et évidemment qu'on pourrait se poser la question d'un méningoencéphalocèle. Mais en fait, on voit ici très bien que le cervelet est en banane. Et puis, on trouve ici effectivement cette extériorisation. Alors, je n'ai pas détaillé énormément le premier trimestre parce qu'il y a d'autres signes plus anciens. Si vous voulez, on en reparlera quand on se verra, ce n'est pas un problème. Il y a une forme particulière, c'est l'iniancéphalie. L'iniancéphalie, c'est effectivement un fœtus qui est toujours en hyperdéflexion. On voit ici très bien qu'effectivement l'occiput est complètement en arrière. Et en fait, c'est lié à une anomalie de fermeture du tube neural qui siège au niveau de C1 et de C2. Et vous voyez qu'ici, on a des images qui sont au deuxième trimestre. Et on n'aurait pas dû voir ces images, on aurait vraiment dû le voir avant. Et ici, une reconstruction en mode volumique avec cet aspect. Il y a en plus ici une omphalocèle. Alors, attention, parce que je me suis personnellement fait piéger il n'y a pas si longtemps que ça, sur une hyperflexion comme ça, sur une hyperflexion persistante. J'ai vu la patiente à 3 reprises. Elle a été vue aussi par 2 confrères. Et on a vraiment conclu à une iniancéphalie. Et en fait, c'était une malposition qui était liée à la présence d'un très gros fibrome. Et donc, attention à ne pas se faire piéger. Hémivertèbres, c'est tout à fait possible de les voir, en particulier quand on utilise
le mode volumique et le mode osseux. Vous voyez qu'ici, on a des corps vertébraux qui sont tout à fait normaux là et en dessous, mais par contre ici, il manque une partie du corps vertébral, ce qu'on trouve très bien avec cette reconstruction en mode volumique osseux. Vous voyez qu'effectivement, il manque ici un morceau de ce corps vertébral. Donc, on peut voir aussi des dysostoses spondylocostales, c'est-à-dire rachis et côte. Et vous voyez ici que c'est, passez-moi l'expression, un gros bazar avec une angulation, des corps vertébraux qui ne sont pas normaux. Ici, il manque des côtes. De ce côté-là, il y a des côtes fusionnées. Et en fait, c'est une dysostose de type Charcot-Levin. Et puis, tératome sacro-coccygien, personnellement, j'en ai encore pas vu au premier trimestre. Ça, c'est une petite vidéo de mon ami Guillaume Benoît, qui était à Caen et qui est maintenant à Monaco. Il n'y a vraiment pas de doute sur le diagnostic. Alors, passons maintenant au deuxième et au troisième trimestre. Et on va d'abord parler, avant de parler de la pathologie, des moyens techniques qui nous permettent d'étudier ce rachis. Donc, premier élément, l'échographie conventionnelle, comme toujours. Et puis, vraiment, l'échographie volumique, qui est quelque chose qui, pour moi, est très intéressant. Bien sûr, en utilisant ce qu'on appelle le mode osseux, avec 3 modes différents, qui sont le 3D osseux classique, l'OmniView et le VCI plan A. Et on va regarder ça un petit peu en détail. Alors, je reviens sur ce que j'ai ébauché dans mon propos tout à l'heure. Le rachis du fœtus ne se contente pas d'être le rachis lombosacré. C'est l'ensemble du rachis qu'il faut regarder. Et il se trouve que c'est pas absolument rare de trouver des anomalies, en particulier des hémivertèbres, dans la région cervicale ou dorsale. Et donc, faites un petit balayage de l'ensemble du rachis et je pense que vous rendrez service à vos patients. En ce qui concerne l'échographie volumique, donc échographie volumique, déjà le 3D classique, donc on fait une acquisition d'un volume. Le plan de départ, c'était ce plan ici sagittal, et vous voyez qu'on peut avoir sur les 3 plans ce rachis. On fait un mode rendu, et donc ça veut dire qu'on va regarder ici ce rachis du haut vers le bas ici sur le plan A, c'est-à-dire ce plan-là, et on va avoir ici avec le mode rendu en mode maximum, c'est-à-dire qu'on va faire ressortir informatiquement les voxels qui sont déjà échogènes, on va les rendre encore plus échogènes, et on voit qu'on a ici parfaitement l'ensemble du rachis, peut-être pas tout à fait le rachis sacré terminal, mais on a très bien l'ensemble du rachis cervico-dorso-lombaire avec les côtes ici. L'OmniView VCI, avant ça s'appelait le plan C, maintenant ça s'appelle l'OmniView. En fait, on trace une ligne ici, on lui donne une certaine épaisseur et on appelle le mode OmniView et on peut, comme on le voit ici, très bien avoir, puisqu'on a mis la ligne ici au-dessus des corps vertébraux, eh bien on voit l'ensemble des corps vertébraux. J'ai fait un deuxième plan ici qui est un plan axial et ça permet de voir ici une vertèbre. Le VCI plan A, c'est en fait simplement on donne une épaisseur à notre coupe et donc vous voyez que au lieu d'avoir cette coupe qui est ici en mode conventionnel, on l'a ici en mode VCI. Il y a 4 à 5 mm d'épaisseur et ça nous permet de voir bien l'ensemble du rachis et ici avec en plus ces courbures. Alors, les aspects normaux en mode volumique, ben, on peut vraiment faire des choses qui sont vraiment très, très pointues. Vous voyez ici, sur ce rachis, on peut voir l'ensemble des vertèbres cervicales. On voit la première côte qui est ici. Et puis, là, c'est le rachis dorsal. Et pareil, on peut tout à fait bien identifier les différentes vertèbres avec leurs composants. Pareil au niveau du rachis lombaire, alors en général, la dernière paire de côtes se situe au niveau de D12 et vous voyez qu'on a L1, L2, L3, L4, L5 et puis on a un petit bout de la iliaque ici et les vertèbres sacrées. Je vous rappelle que ce qu'on voit ici avec un agrandissement, je vous rappelle qu'on ne voit jamais le coccyx ossifié chez le fœtus, c'est cette ossification survenant après. Et donc voilà ici un ensemble du rachis avec les différentes vertèbres, les côtes, les lames latérales, les corps vertébraux
Donc, tout ça est une somatisation de tout une sommation de tout ce qu'on a fait auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en échographie quand on fait des coupes axiales du rachis? C'est bien 3 points. Un point osseux ici qui est au niveau des corps vertébraux, et puis 2 points qui sont le départ des lames latérales. Et donc, en échographie, ça donne ça. Voilà une vertèbre à 16 semaines. C'est D4 ici. Là, on est D3. Et vous voyez qu'on a ces différents paramètres à différents termes. Et vous comprenez très bien que cette coupe axiale, elle est très intéressante quand on a un doute sur une fermeture postérieure du rachis. En faisant un balayage dans le plan axial, on va obtenir la visualisation des apophyses latérales postérieures et postérieures. Alors, ensuite, il faut regarder les courbures. Alors, les courbures, quand on est dans un plan frontal, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait des courbures latérales. S'il y a une courbure latérale, soit c'est parce que le fœtus est en train de bouger, il a le droit, mais il va revenir à un moment ou à un autre dans un plan parfaitement rectiligne. S'il y a une persistance permanente d'une courbure, attention, il faut aller chercher une hémivertèbre. On est dans le cadre d'une scoliose. Évidemment, on voit la lordose lombaire et puis on voit ici la syphose dorsale et la syphose dorsale, pardon, et une petite lordose au niveau cervical. Donc, on a beaucoup de moyens pour regarder ce rachis. C'est vraiment le rachis, le mode volumique est vraiment très intéressant et tout à fait facile à utiliser, en particulier le mode omnivue. Alors voilà une liste assez importante d'anomalies de fermeture, d'anomalies du rachis. Donc, à commencer effectivement par un grand sujet et qui est celui qui est le plus à même d'être vu par vous, c'est les anomalies de fermeture du tube neural, mais on a aussi anomalies de la structure du rachis avec les puzzles, les hémivertèbres, les kystes entériques, apophyse transverse. On va regarder tout ça. Alors, anomalie de fermeture du tube neural, et en fait, évidemment, vous savez ça aussi bien que moi, eh bien, on a des anomalies de fermeture du tube neural ouvertes et des anomalies du tube neural fermé. 90% pour les anomalies ouvertes, 10% pour les anomalies fermées, et des anomalies fermées, soit c'est parce qu'il y a une épidermisation qui fait que le liquide céphalorachidien ne fuit pas, soit il y a quelque chose qui obstrue l'éventuel pertuis, c'est un lipo. Alors, en fait, j'ai commencé pour les anomalies de fermeture du tube neural, je commence par les signes indirects, parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est assez souvent ce qui se passe, sauf de très gros spinas, et c'est plutôt les signes indirects qui vont vous amener à aller regarder le rachis. Et puis évidemment, on regardera les signes directs après. Alors, les signes indirects, première chose, anomalie de taille et de forme du crâne. C'est les petits bips et les petits PC. Ce qui est vrai au premier trimestre est aussi vrai au deuxième et au troisième trimestre. Anomalie des bosses frontales, c'est le signe du citron. Anomalie du cerveau lui-même, c'est ventriculomégalie et malformation de Chiari 2, c'est le signe de la banane. Et anomalie d'extrémité avec la malposition des pieds. Alors, il faut bien savoir que ces anomalies de la taille et l'anomalie du cerveau, tout ceci est lié à la fuite de liquide céphalorachidien. Donc, le liquide céphalorachidien fuyant, les structures cérébrales, elles vont avoir tendance à descendre en arrière et à venir être attirées vers le bas et en arrière et à se plaquer sur l'écaille occipitale. Et donc, le signe du citron, c'est les deux bosses frontales qui sont ici, au lieu d'être convexes vers l'extérieur, elles sont concaves vers l'extérieur et avec une petite imagination, effectivement, et je vous ai mis un citron à côté pour comparaison, je veux dire, effectivement, on appelle ce signe le signe du citron, décrit par Nicolas Hadès il y a de très nombreuses années maintenant. Petit bip et PC, vous voyez ici que c'est effectivement un fœtus qui avait un spina. Vous voyez que le bip a été mesuré et on est inférieur au troisième percentile, alors que et ici, pareil, avec ce PC, on a donc ici un bip et ici un PC, tous ces éléments montrant que
le crâne est petit. Le crâne est petit toujours pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de pression, de contre-pression du liquide céphalorachidien. Effectivement, le contenant se trouve un peu rétréci. Alors, la ventriculomégalie, c'est là aussi un signe indirect. Les ventriculomégalies dans les spinas sont très variables de taille. On peut parfaitement voir des spinas avec une absence de ventriculomégalie, mais c'est rare. C'est plutôt des ventriculomégalies qui sont modérées la plupart du temps, mais parfois aussi très sévères. Pourquoi il y a une ventriculomégalie? C'est très simple, toujours pour les mêmes raisons. Et on voit très bien que c'est une ventriculomégalie triventriculaire. On voit ici très bien le V3. En fait, cette descente vers le bas et l'arrière des structures cérébrales entraîne une compression de l'aqueduc de Sylvius. Compression de l'aqueduc de Sylvius égale dilatation au-dessus. Alors ensuite, le signe de la banane. Et le signe de la banane, donc, c'est ce cervelet qui, au lieu d'être avec une forme à concavité postérieure, à une forme à convexité postérieure, il a descendu en bas en arrière, et il est venu se plaquer contre l'écaille occipitale, et effectivement, ça amène à avoir ce signe de la banane. Vous voyez que la banane, là, elle est encore plus marquée sur cette coupe-là. Alors, la malposition des pieds, c'est inconstant. Il ne faut pas se baser là-dessus pour dire spina ou pas spina. Je veux dire, c'est un signe indirect parfois présent, mais loin d'être fréquent. Ensuite, maintenant, donc les signes indirects, vous avez regardé votre crâne, il y a une ventriculomégalie, la forme du crâne, elle ne vous plaît pas trop, le cervelet, vous ne le voyez pas normalement, vous voyez que il y a plus d'espace liquidien en arrière du cervelet, et donc vous allez regarder le rachis. Et vous allez regarder le rachis avec comment est le revêtement cutané, où est le cône terminal de la moelle, et comment est la structure du rachis osseux lui-même. Alors, les différentes anomalies, on peut avoir des anomalies de revêtement de type kystique, comme on voit parfaitement sur ces deux images, avec cet aspect tout à fait caractéristique de la cocarde en mode 2D et qu'on retrouve très bien ici en mode de reconstruction volumique. Parfois, on n'a aucune structure méningée qui soit visible et donc on a l'impression que c'est complètement érosif, comme sur ce volumineux spina qu'on retrouve très bien ici en mode 3D. Et là, on est sur un spina dorsal. Et si vous regardez attentivement, là, il y a un revêtement. Là, il y a effectivement des apophyses postérieures. Et il y a toute cette zone où il n'y a pas de revêtement cutané et il n'y a pas d'arc postérieur des vertèbres. Alors, parfois, effectivement, ce revêtement est hyperdermisé. Et vous voyez qu'ici, on a une structure qui est tout à fait écogène, assez épaisse. Et là, c'est pareil. Et donc, on comprend très bien que si vous avez ça, eh bien, vous allez avoir une absence de signe indirect, puisqu'il n'y aura pas de fuite de liquide céphalorachidien. Par contre, quand vous regardez attentivement, vous voyez par exemple que la moelle ici est absolument pas dans sa position normale. D'abord, elle est basse, on est aux alentours de 22 semaines. Et puis surtout, ce qui est très important, le cône terminal de la moelle, au lieu de pointer vers l'avant, pointe plutôt vers le haut et l'arrière. Alors, évidemment, voilà d'autres images qui vous confirment ce que je viens de vous dire. Vous voyez qu'on a ici la moelle et on voit effectivement les racines nerveuses ici qui vont de la queue de cheval, là, qui vont vers cette anomalie de fermeture de tube neural. Et c'est pareil ici, vous voyez, la moelle, elle remonte en postérieur. Les anomalies même du rachis osseux, et bien évidemment qu'avec du mode 3D, on voit parfaitement ici ce qu'on appelle la perte du rail, c'est-à-dire qu'au lieu que les apophyses latérales soient bien parallèles, et bien elles sont, ça fait comme une espèce de ventre un peu ellipsoïde. Ici, on voit très bien ce défect des apophyses. Il y a toute cette partie où il n'y a pas d'apophyse. Je vous encourage, je l'ai dit tout à l'heure, à faire des balayages dans le plan axial. Et vous voyez que tout à l'heure, par rapport aux images que je vous ai montrées des vertèbres avec les apophyses postérieures et latérales qui étaient orientées comme ça, ici, c'est tout à fait ouvert. C'est la classique vertèbre dite en forme de U.
Et puis, bien sûr que vous pouvez utiliser le mode volumique et le mode triplan, et vous voyez que vous retrouvez en un seul volume l'ensemble des éléments qu'on avait vus un par un. Alors, il y a des anomalies qui sont beaucoup plus importantes, évidemment. Là, sauf si on tourne le dos à l'écran et qu'on a mis des lunettes noires, eh ben, on voit bien que ce rachis, il est complètement anormal. Ici, peut-être un petit peu plus difficile. Là, il y a peut-être un petit bout de corps vertébral, mais en tout cas, il en manque un bout assez important. Le mode volumique est très intéressant pour localiser l'étendue du défect. Alors évidemment qu'on peut parfaitement le faire visuellement, mais c'est plus difficile de trouver des repères. L'avantage de ça, c'est que en faisant une acquisition dans le plan axial, eh bien, on voit quelle est la dernière vertèbre intacte et donc quelle est celle en dessous qui est ouverte. Donc, ça permet de placer un premier point ici, c'était la partie basse, donc au niveau lombaire, L5. Et vous voyez que là, cette anomalie-là, elle monte très très haut puisqu'on a D12, D11, D10 et D9. Donc, c'est une ouverture du rachis qui s'étend entre L5 et D8. Donc, c'est vraiment un truc très, très important. Et donc, je vous ai un peu agrandi l'image pour vous montrer la technique. Donc, en fait, acquisition. Ici, j'ai fait l'acquisition dans le plan sagittal. On place le petit point qui est ici, on ne voit pas très bien, mais qui est ce petit point jaune. Je vous l'ai mis ici de façon un peu plus nette. OK, et vous voyez que là, on est au niveau des vertèbres ouvertes et ça nous permet de voir à quel niveau on a ces vertèbres ouvertes. Donc, en résumé, myéloméningocèle, c'est-à-dire spina ouvert, eh ben, des signes indirects, citron, banane, les signes directs, la cocarde, l'aspect du revêtement postérieur, et puis évidemment les anomalies du rachis avec les vertèbres ouvertes. Par contre, méningocèle est avec un revêtement cutané qui est tout à fait important, eh bien, aucun signe cérébraux, pas d'anomalie de la biométrie, pas d'anomalie de type carideux, évidemment des pieds bien placés, mais encore une fois, je vous ai dit que c'était relativement accessoire, et la biométrie qui est tout à fait correcte. Et puis, le lipome qui lui aussi empêche la fuite de liquide céphalorachidien, et ben vous retrouvez effectivement une absence de signes indirects et des signes directs avec souvent, quand il y a des lipomes, cet aspect qu'on voit ici très bien en mode reconstruction, avec cet aspect de petits tubercules là, qui ressemble à une petite queue qu'on voit très bien ici. Donc ça, c'était anomalie de fermeture du tube neural. C'est vraiment le gros truc. En général, on est attiré par l'aspect de la boîte crânienne et des structures cérébrales, et on va regarder le rachis si on n'a pas un rachis qui est complètement en vrac, comme on a pu le voir sur certaines formes. Alors parfois, on a des dislocations un peu importantes du rachis, et vous voyez qu'ici, on a l'impression que ce rachis, il n'est absolument pas la partie ici et pas en continuité avec le reste. Et en fait, c'est parce qu'il y a une espèce de vrille et on retrouve ces images ici. Et là, on est bien incapable de dire au niveau de L1, L2 comment sont les vertèbres. Et je vous montrerai, quand on parlera à moi, je vous montrerai un cas très récent qui avait été vu à 29 semaines par une collègue qui avait dit spina. Et en fait, c'est pas du tout un spina, c'est une diastomatomyélie avec vraiment une désorganisation très importante du rachis et donc qui avait effectivement été mal interprétée. Hémivertèbre, alors cette image, a une petite histoire. Cette patiente a été vue par une sage-femme que je connais bien, de Dreux, et qui a bien regardé le rachis. Elle me dit, il manque un truc là. Et effectivement, quand on voit, elle me dit oui, il faut regarder. Donc je regarde, effectivement, et on voit très bien donc cette scoliose liée à cette vertèbre en coin. On voit qu'il y a vraiment un tout petit bout de vertèbre ici. Vous voyez que c'est comme une scoliose d'un enfant avec une angulation assez importante. Hémivertèbre, et regardez ici là, j'ai fait différentes couples. Alors, quand on regarde
le plan d'acquisition de plan sagittal, on voit bien ici qu'on a l'impression que ce corps vertébral n'est pas comme les corps vertébraux voisins. Et quand on regarde ces différentes vertèbres à différents niveaux, le corps vertébraux c'est bien, les corps vertébraux c'est bien, mais ici effectivement, ce qui correspond au plan avec l'étoile ici, donc parfaitement dans cette zone où on avait l'impression que la vertèbre n'était pas complète, et bien effectivement on a une hémivertèbre, parce qu'il manque cette partie-là du corps vertébral, et puis une autre image ici aussi d'hémivertèbre. Une petite reconstruction, encore aussi une hémivertèbre ici. Vous voyez que le scanner hélicoïdal fait par mon ami Marc Mollo la confirme tout à fait cette image qu'on avait vue en 3D. Alors une anomalie extrêmement rare mais qu'il faut connaître, et ça c'est un kyste neurentérique qui se situe au niveau thoracique, et situe au niveau thoracique, vous voyez, assez en arrière du cœur. On pourrait envisager différents diagnostics, un méga-œsophage, surtout un kyste bronchogénique, et il faut savoir aller regarder le rachis et voir effectivement qu'on a des anomalies rachidiennes à ce niveau avec une courbure qui est anormale. Et en fait, c'est un kyste neurentérique. Alors, de temps en temps, on a aussi effectivement des anomalies donc, au niveau des apophyses transverses. Et vous voyez déjà sur l'échographie, j'avais assez bien mis en évidence ces anomalies et qu'elles sont parfaitement confirmées ici par le scanner hélicoïdal qui est quand même effectivement tout à fait formidable pour l'os. Agénésie d'un corps vertébral, ça c'est des images de mon ami Biche, et vous voyez qu'en fait, toc toc, on voit très bien les vertèbres, là, les corps vertébraux, et là, boum, il y a un trou, et là, il y a un trou. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est connu, assez rare, mais qu'on peut voir. Et puis, quelque chose que vous connaissez certainement, qui est la triade de Curarino. La triade de Curarino, alors c'est une agénésie partielle du sacrum, en général qui commence à S1, et en fait, souvent, c'est un hémisacrum, et donc on a des hémivertèbres, et puis on a une masse présacrée et une malformation anorectale. Donc, quand on a une anomalie basse du rachis, il faut savoir regarder le rachis sacré et aller regarder l'extrémité, l'anus et le canal anal. Et puis, de temps en temps, on peut avoir des agénésies sacrées. Hein. Ça rentre plutôt dans les syndromes de régression caudale. On voit pas de sacrum, à ne pas confondre avec le coccyx qui n'est pas visible normalement. Alors, je vous ai mis effectivement ici des images de régression caudale, évidemment, au premier trimestre. La plus connue et la plus spectaculaire, c'est la sirénomélie, où il y a une fusion des deux membres inférieurs, comme vous le voyez ici. Ici aussi, on voit les deux pieds, là, et on voit les membres qui sont complètement accolés. Et effectivement, c'est assez facile à voir. Encore faut-il être patient et être sûr qu'en fait, c'est pas simplement des gens qui sont tout à fait serrés. Et puis, vous voyez ici que manifestement, il manque la partie basse et donc syndrome de régression caudale tout à fait typique. Les tératomes sacrococcygiens, évidemment, qui vont impacter la partie basse du rachis. 15% sont solides et la plupart du temps, c'est des mixtes. Et il faut savoir qu'il y a effectivement la localisation peut être variable. Soit c'est complètement extériorisé, soit il y a une partie qui est intrapelvienne, une partie intrapelvienne plus importante, et puis parfois, effectivement, un tératome sacrococcygien qui est complètement intrapelvien. Alors, je vous montre ici deux images avec un gros tératome ici avec une composante essentiellement liquide, et puis ici une composante essentiellement liquide. Vous voyez que ça fait une masse assez importante. Je ne crois pas qu'on peut passer à côté si on est un peu attentif. Alors voilà ici des tératomes sacrococcygiens. Ce qui est important dans ces tératomes sacrococcygiens, c'est de vérifier le pédicule vasculaire. En fait, si c'est très vascularisé, ça peut entraîner un vol vasculaire et donc il va falloir aller rechercher au niveau de l'artère cérébrale moyenne de visualiser qu'il n'y a pas d'anémie fétale. Et puis ici un aspect postnatal qui correspond à cet aspect qu'on avait vu ici à 33 semaines.
Alors, le pronostic, c'est évidemment la taille de la tumeur, la vitesse de croissance, ça, c'est un élément très important. L'apparition d'un anasarque, ce qui est plus fréquent s'il y a une composante solide qui est très importante, l'anémie fétale dont je viens de vous parler, le terme d'apparition, plus ça apparaît tôt, en général, plus ça se développe et moins on est tranquille. L'histologie de la tumeur, évidemment, on l'a plutôt quand on fait une fœtopathologie ou quand on a opéré le fœtus. Alors, pour finir, parlons des syndromes où il y a une composante anomalie du rachis avec quelques exemples. Et un exemple extrêmement important auquel il faut savoir penser, VATER, c'est-à-dire anomalie vertébrale, anomalie rectale avec une imperforation anale ou une atrésie rectale, anomalie fistule trachéale, c'est-à-dire atrésie de l'œsophage, anomalie rénale, et il peut y avoir aussi, dans l'acronyme auquel on a ajouté le L, LIM, des anomalies des membres. Et donc, le message, c'est quoi? Le message, c'est vous découvrez une anomalie du rachis, et ben, allez voir le reste, allez voir l'anus en particulier, allez voir les reins, et puis s'il y a du liquide de façon assez importante, méfiez-vous d'une atrésie de l'œsophage, mais méfiez-vous aussi d'une atrésie de l'œsophage s'il y a du liquide normal et un estomac normal, car effectivement, si on se retrouve avec une fistule, on peut très bien avoir très très peu de signes comme l'hydramnios ou comme un estomac qui sera absent. Quand il y a une fistule, l'estomac est assez volonté présent. Alors, un anomalie qu'on voit plutôt au premier trimestre, évidemment, le limb body stalk anomaly, c'est l'anomalie dite du cordon court. On a l'impression que le cordon attire vers l'extérieur toutes les structures intrapelviennes et intra-abdominales même. Et vous voyez que sur cette image, si vous regardez attentivement, on voit un petit trait ici. C'est l'amnios, c'est en fait une grande partie du contenu de l'abdomen a été extériorisée et se retrouve dans le cellome externe. Une autre forme où il y a une anomalie du rachis volontiers, c'est l'extrophie cloacale. Et là aussi, difficile de passer à côté. C'est plus difficile d'aller bien regarder le rachis et voir que la plupart du temps, on a un syndrome qui est associé à ça. Un autre syndrome qui est l'OEIE complexe, c'est omphalocèle, extrophie de la vessie, imperforation de l'anus et anomalie spinale. Et en voilà un exemple qu'en fait, un exemple que j'avais emprunté à mon ami, malheureusement parti dans l'au-delà, qui est notre ami Ahmed Sadji. Ici, une syndrome avec un composant anomalie du rachis dans le Goldenhar, qui est une dysplasie automandibulaire asymétrique. Il y a 30% des cas, il y a des anomalies de type vertébral, et en particulier des hémivertèbres qui siègent plutôt dans la région cervicale. Encore une raison de regarder l'ensemble du rachis. Et donc, comme vous le savez, vous avez des ouvrages qui vous permettent de voir ou de revoir ce que nous venons de dire. Eh bien, merci, mon ami Jean-Philippe, toujours aussi brillant, toujours aussi didactique surtout. Alors, il faut que j'arrête le partage. Je vais où? Je vais en bas, je crois. Non, c'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, toc. Et arrêter le partage. Voilà, toc. Désactiver le partage d'écran. Voilà. Ah, ben il y a plein de participants. J'étais en train de dire, te remercier pour cette qualité d'exposer, comme d'habitude, avec une iconographie très riche qui fait le point sur un sujet toujours difficile, mais que tu rends très digeste. Ça a suscité pas mal de questions. J'en ai quelques-unes que je garde tout à l'heure, mais on a, par ordre d'arrivée, il y a Soumeya qui se demande, en cas de difficulté de voir un rachis cervicale pour des positions un peu particulières du fœtus, est-ce qu'il y a des astuces que tu peux proposer? Oui, attendre, voir la patiente à un autre moment, la faire bouger et tout. Ce matin, j'étais à Lumière où on fait des échographies dans le cadre de la recherche en imagerie. Et la première patiente, le fœtus a dansé pendant toute l'échographie. C'était l'enfer.
Et en fait, j'ai discuté avec la patiente, elle me dit, ah bah oui, je viens de manger un pain au Il y chocolat avait, il y avait de la musique à côté, quoi. et de boire un jus d'orange. Donc, comme quoi on peut les faire bouger. Donc, premièrement, prendre le temps, attendre, revoir la patiente un peu plus tard dans la vacation ou la faire revenir. Après, je pense qu'il faut être exigeant sur les critères. Si on considère quelque chose qu'on n'a pas vu, mais c'est vrai pour le rachis, mais c'est vrai aussi pour tous les organes, et ben, se donner les moyens. Ben, docteur Korchi se demande au cours de T2, faut-il voir l'ensemble du rachis, bien sûr, l'insertion de la moelle. Alors, ça, c'est une très bonne question. Deux parties de la réponse. Première réponse, je l'ai dit, effectivement, il faut regarder l'ensemble du rachis. Et deuxième question, et je la remercie beaucoup de la question, effectivement, je n'ai pas insisté assez sur le fait, j'en ai parlé à propos du spina, mais il faut bien regarder le cône terminal de la moelle. Et le cône terminal de la moelle, il faut savoir qu'il évolue au cours de la grossesse, mais on en reparlera quand on parlera de la moelle. C'est-à-dire qu'il est à la pointe du rachis, donc sacré au premier trimestre, et puis à 31-32 semaines, il est au niveau de L2 et L1. Mais là, plusieurs questions. Regardez vers quel endroit il pointe le cône terminal. Bien, regardez qu'il pointe vers l'avant. Donc là, il y a plusieurs questions. Je pense une pour laquelle tu as déjà répondu, le VACTEL, quel type de malformation vertébrale? Tu as dit que c'était une hémivertèbre qu'il faut Oui, chercher. plutôt des hémivertèbres. Oui, et puis, il y a est-ce que l'encéphalocèle fait partie des dysraphismes de Spina? Je pense C'est une l'encéphalocèle. question, la réponse est non. La réponse est non. C'est pas, le On même. dit que c'est le défaut de fermeture du tube neural, c'est ça dans les dysraphismes. Non, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est parce qu'effectivement, quand on parle d'encéphalocèle ou de méningo-encéphalocèle, en particulier postérieur, hein, parce que quand on dit encéphalocèle au niveau de la structure sagittale ou frontale, c'est pas des dysraphismes. Oui, je pense qu'effectivement, c'est intéressant cette question, mais la réponse est non, c'est pas le même mécanisme. Alors, au passage, je suis ravi de voir que Leïla était là, parce que quand on a commencé, j'avais pas vu son nom et j'étais très inquiet de ne pas l'avoir dans la liste des participants. Non, il est toujours là, je pense. Une seule fois qu'il s'est absenté, c'était pour des raisons familiales majeures. Et non, on est toujours content de sa présence, je dirais, régulière. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, méningocèle, myéloméningocèle, comment tu manages tout ça? Et le pronostic derrière. Il faut surtout parler vraiment il faut vraiment parler de spina ouvert, aperta ou spina occulta. Je pense que c'est ça vraiment la grande différence, parce que en fait, il y a deux choses dans les spinas, évidemment, dans le pronostic des spinas. Il y a le niveau auquel l'ouverture se fait. Si c'est une ouverture extrêmement basse, on va avoir assez peu de troubles sensitifs et troubles moteurs. Et on va avoir assez peu de troubles de sphincter, quoique. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la chirurgie du spina, la chirurgie in utero du spina, qui est très à la mode maintenant et qui a été très lancée par les Américains, qui, pour des raisons d'IMG impossible tardivement, se sont posé la question de savoir si on fermait ce défect, est-ce que ça améliorait les choses? La réponse est oui, ça améliore d'un ou deux niveaux au niveau de la motricité, mais c'est pas formidable. Donc, je crois vraiment que l'élément important, c'est ouvert ou c'est fermé. Ok. Après, je veux dire, si on a la chance que ça soit fermé, après, je veux dire, si c'est un lipome, c'est encore plus de chances que la moelle soit moins impactée. Tu penses que les moelles où il y a eu une abrasion, c'était des moelles du rachis où il y avait eu un sac qui s'est abrasé? Probablement, il y avait un sac qui a été lisé, c'est probable. Parce que vraiment, on voit qu'il y a un creux de temps en temps. Vraiment, c'est une crevasse
on n'a vraiment rien derrière les arcs postérieurs. Il n'y a plus rien. Il n'y a que les corps vertébraux, peu de parties molles, peu de structures. Alors, dans les questions de Léla, il y a une question qui est la morphologie des vertèbres est un élément d'orientation. Mais à quel propos? Orientation de quoi? Si c'est dans les spinaches, je crois l'avoir dit à plusieurs reprises, oui, le fait de regarder une vertèbre en coupe axiale et de voir si effectivement les arcs postérieurs sont présents pas, oui, ça c'est un élément à mon avis qui est très important. Soumaya pose une question, quel type de sonde de haute fréquence utilisez-vous pour l'examen du rachis? Eh ben, j'utilise assez peu de sondes vraiment spécifiquement dites à haute fréquence. J'utilise plutôt une sonde volumique matricielle comme la RM7C ou la RM6C qui était le modèle d'avant. Il y a aussi une question, il y a une question pour toi là. La place de l'IRM en cas d'anomalie du rachis suspect mal vu. La moelle, moi, je ne pense pas qu'il y ait une indication de l'IRM. On n'a jamais posé ça. Je ne pense pas que c'est spécifiquement pour la moelle. S'il y avait une indication à un examen complémentaire, ça serait le scan. Sauf que faire un scan pour un rachis mal vu, ça paraît un peu beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment donner les moyens maximum revoir ce fœtus à un moment ou à un autre et l'avoir dans une autre position. Par contre, mais ça on en reparlera quand on fera la moelle, l'IRM est très intéressante pour voir la moelle. Et je parlais tout à l'heure d'une très importante diastomatomyélie que j'ai vue il y a très peu de temps. Et moi, je voyais effectivement les cordons en écho, en sachant que la moelle était vrillée, enfin le rachis était vrillé sur lui-même. Et franchement, l'IRM là a absolument confirmé de façon formelle le fait qu'il y avait 2 cordons médulaires. Je voudrais ajouter aussi dans ton propos, les mouvements des membres inférieurs ne prédisent en rien le pronostic fonctionnel des membres inférieurs. Ça, exactement. C'est une très bonne remarque. Il y a beaucoup de gens qui me disent que les membres bougent, donc l'enfant ne risque pas d'avoir de paraplégie. Et je pense que là, ce n'est pas un élément sur lequel on doit se baser pour avoir un pronostic de l'anomalie. D'accord. Donc, on a quelques minutes pour nous dire quelles sont tes prévisions de voyage ici à Casa. Qu'est-ce que tu... Alors, je suis vacciné depuis longtemps avec le Pfizer. Tout va bien. J'ai aucun effet secondaire supplémentaire à ce que j'avais avant. Et après, je vais dire, ça dépend de ce qui se passe. Il est absolument évident que je suis tout à fait partant, sauf que il y a un truc que j'ai pas envie de faire, c'est d'être en quarantaine. Donc, non, moi je pense pas. Je peux avoir ce personnellement, je suis assez effaré par l'attitude des gens. Ouais, moi je veux pas me faire vacciner parce que les effets secondaires et tout. Je vais dire, maintenant j'ai coupé court à toute discussion avec les patients quand elles me disent ça. Je dis, moi madame, je suis pour la vaccination obligatoire et pour le passeport vaccinal obligatoire. Donc ça coupe court à toute discussion parce que je trouve que ne pas se faire vacciner, prendre des risques pour soi, très bien, je veux dire, c'est son problème, hein, mais on fait quand même prendre des risques considérables aux autres, et ça, c'est vraiment, à mon avis, je sais pas comment il a fait ça, mais ça me paraît vraiment dégueulasse. Voilà, c'est ça le bon terme. Donc, on est heureux. Moi, je pense que j'aurai la réponse le 10, comme je t'ai dit tout à l'heure. À ce moment-là, et on avisera sur ce qu'on peut faire. Ce ne sera pas le 11 d'après ce que j'ai compris, mais ce sera un tout petit peu plus tard. Non, le 11, moi, je dirais, l'assistant à cette première, je dirais, présentielle, que les fidèles des fidèles. Donc, on va vraiment réunir nos fidèles qui sont, d'ailleurs, on a la liste, et ce sont ces gens-là qui seront pris en priorité pour notre prochaine rencontre. Et voilà, donc on serait heureux de reprendre
Maintenant, le présentiel sont tolérés jusqu'à 60% pour une salle de format. Donc, nous, on n'est jamais, on va essayer de limiter à moins de 40 personnes notre première réunion. Et voilà. Donc, en te souhaitant un bon week-end et en croisant le doigt que la prochaine fois, tout sera plus aussi loin. Le week-end chez vous, ça commence quand? Le vendredi, non? Oui, tout à fait. Oui, mais moi, je ne suis pas au week-end demain. Je suis au travail. Bon, écoutez, très bonne soirée à tous. Bon week-end à vous. Alors, effectivement, profitez-en. Il commence à faire beau, donc c'est un peu plus agréable. Et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. De toute façon, on continuera le lien. J'espère qu'il ne sera pas en virtuel, j'espère qu'il sera en direct. Justement, je n'ai pas voulu donner maintenant de date pour le webinaire parce qu'on a assez. Maintenant, il y a beaucoup de théories. On attend la pratique. Exactement. Salut les amis. Salut tout le monde. Et merci pour votre présence. Merci pour toutes les questions et votre animation. Donc, comme je disais, on va essayer d'avoir ce présentiel très prochainement d'ici la fin du mois. Comme d'habitude, ces webinaires se retrouvent sur notre chaîne YouTube et sur le site Internet. Il y aura bien sûr le cas du mois de juin. J'attends ça aussi de Jean-Philippe. Et puis, il y aura toutes les réponses pour les cas du mois aussi lors de cette journée présentielle de rencontre. À très bientôt. Il va falloir réviser. Hein. Oui, il faut revoir tous les cas parce qu'on va faire les réponses ce jour-là. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.